Désolé si t'es fan, je rappe pour moi, y a rien d'égoïste. Je pourrais choquer la street, même en samplant leurs freins des choristes. Musique profane, je suis un puriste. Sers du rap sans bicarbonate. J'ai rendu le passé futuriste. Musique à la pommade. Pas dans vos tripes de qui a les plus grosses couilles. Je traverse les ports où le rap et la révolte, c'est venu old school. Dis-moi pour qui ta musique païenne roule. Je suis légendaire comme le A, Tréma et Kenzie en chemise hawaïenne rouge. Alors en 94, donc sort 95-200, qui reste un des gros classiques du rap français. Hein. C'est un album historique. C'est la première apparition de Gynéco sur Autopsie, Court plus vite que les balles, Les cloches du diable, enfin, Un été à la cité. Est-ce que pendant la conception de cet album, vous avez vraiment l'impression, là, parce que le groupe a un peu évolué, d'écrire une page de l'histoire du rap français? Est-ce que vous avez cette prétention à cette époque-là? Non, même pas. La prétention, elle est juste de faire un album supplémentaire, de faire un album de plus, quoi. On avait, nous, on écoutait beaucoup de rap américain, mais pas forcément. Oui, ça vous en écoutiez beaucoup. Ouais, mais pas forcément du rap de New York, tu vois. Ouais. Parce que je crois qu'il y a vraiment un ancrage de la Sarcelle très très funk, très très soul, très très zouk. Après, maintenant, il faut raconter des choses qui soient différentes de ce qu'on a raconté avant et qui soient aussi intéressantes et qui surtout suscitent l'adhésion d'abord de la ville, des gens autour de nous de la ville et puis des gens qui auraient aimé le premier album. Et là, on rentre en studio sans trop savoir dans quelle direction on va et c'est toujours... Le truc, c'est soit ça venait d'un morceau où Stomy et Passy commençaient à gratter, ou soit ça venait où la musique venait de Getch. Tu vois, et c'est comme ça qu'on a travaillé. Et puis là, sur le deuxième album, on avait la possibilité, je crois que pendant un certain temps, on était tous dans le même appartement. Sur la fin, tu vois, ça c'était super important. Là, il y avait plus 5-6 mecs qui venaient de partout et essayaient d'être à l'heure au même moment, et ce qui n'était jamais le cas. Là, on était vraiment. Qui bossait, Là, on a vraiment fignolé les trucs. Le gros, c'est fait chacun chez soi, mais on a vraiment fignolé les trucs. On est resté 10-15 jours, je crois, dans un appartement à Paris, dans le 20e. Et on était vraiment là, les uns avec les autres, on mangeait ensemble, on avait nos emplois du temps, mais on est resté vraiment là pendant longtemps pour vraiment mettre les dernières pièces à l'édifice. Mais là, et ensuite, pendant qu'eux, ils sont en train de travailler, il faut commencer maintenant à réfléchir comment on peut lancer l'album. Donc, il faut partir, pour moi, la base, c'est le titre. Okay, et en ce moment-là, moi, mes journées, c'était écouter du rap, lire des magazines, lire des bouquins et regarder les séries américaines. Et il y avait 90 200, Beverly Hills, avec Brenda et Brandon et Brenda. Et moi, je trouvais ça super bien, moi. Tu vois, je me disais, mais regarde-moi, ces petits blancs riches à Beverly Hills, ils ont tous les problèmes de la terre. Tu vois, je trouvais ça drôle, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai dit, bon, tiens, voilà, on a le logo, on va faire 95-200. Tu vois. Et l'idée, elle est simple, tu vois, télé, culture américaine. Et donc, on dit, voilà, je vais appeler 95-200, il n'y aura aucun titre qui va s'appeler comme ça dedans. J'avais lu cette phrase d'Umberto Eco qui disait en gros que le titre d'une œuvre ne doit pas révéler ce qu'il y a dans le truc, tu vois. Et citer, par exemple, un roman écrit par quelqu'un d'autre qui s'appelait Le nom de la rose, etc. Et moi, je trouvais ça bien, justement, parce que quand tu t'appelles Ministère Mère et que tu fais un titre d'album qui s'appelle Cours plus vite que les balles, le réflexe des journalistes, quand ils le reçoivent, c'est de dire, bon, je vais écouter Cours plus vite que les balles, au moins, je vais parler de ce titre-là. Quand l'album s'appelle 95-200 et qu'il n'y a aucun titre qui s'appelle 95-200 dedans, ça oblige un peu, selon moi, hein, les gens à essayer de comprendre ce qui a amené le groupe à appeler ça 95-200. Et là, on y va et on travaille sur le truc qu'on va envoyer en promo. Donc, j'avais fait une carte postale. Donc, j'avais acheté plein de cartes postales de Sarcelles. Et juste, il fallait juste changer la chose derrière avec un sticker. C'est HLM style Pailleron. C'est écoles Pailleron, etc. Et c'est noir et c'est bougnoul, c'est nègre et c'est bougnoul. Et ça, on envoie à des gens et tu as tout de suite les mecs, les journalistes un peu, mais comment ça? C'est quoi ce groupe? Et toi, et là, la maison disque, il y a le travail un peu explicatif de Tania à l'époque pour expliquer non, c'est le groupe lui-même qui a voulu ça, etc. etc. Et là, ça, c'est le premier truc. Et là, pareil, là, sur la pochette, on fait appel à 360 Communications pour qu'ils nous fassent la pochette, Thibaut et Alex Wise. Et là, on a un meilleur travail. Et là, c'est vraiment de tout. On a envie vraiment d'être au centre de tout. C'est la réflexion sur la pochette, le titre. Et moi, j'ai peur. Je me dis, bon, maintenant que c'est trop sophistiqué, peut-être que finalement, ça ne va pas plaire. Et moi, je n'ai pas l'idée de me dire, voilà, je n'ai pas la prétention à cette époque-là, mais maintenant, de dire, je vais faire le meilleur album de rap français ou un album qui sera considéré comme étant un des meilleurs albums de rap français. L'idée, nous, on a vraiment envie de faire un bon album, qu'on sente qu'entre le premier album et celui-là, il y a vraiment eu du travail, que c'est différent, qu'on n'a pas essayé de refaire en mieux des choses qu'on avait peut-être ratées sur le premier, et que c'est la suite de ça.
Et alors, petit aparté justement entre les deux, il y a une rencontre moi, qui m'intéresse. Sur le premier album, il y a un morceau qui s'appelle The Painter, où il y avait un sample de Manu Dibango. Ouais. Et pour une émission télé, je crois que c'était Méga Mix de Martin Messonnier, vous rencontrez Manu Dibango. Manu Dibango, vous rencontrez Manu Dibango dans l'émission de Martin. Et là, tu lui dis, Cash, faut que les vieux nègres laissent la place aux jeunes nègres. Et il n'était pas du tout content. Hein. Il n'avait pas du tout apprécié cette espèce d'arrogance qu'il a ressentie en toi. Tu te rappelles de cette Il rencontre? avait été mieux accueilli chez les Lidl. C'est sûr. Ouais. Non, mais nous, c'est ça le truc. Il a ressenti le son. Non, mais en même temps, Martin Messonnier, il a juste fait son travail de mec de télé. Il a tronqué un peu l'interview, il a pris ce qui. En réalité, dans la réalité, le ton est monté pendant 30 secondes. On lui a expliqué, on lui a dit, voilà, on est dans une communauté où il y a justement ce droit d'aînesse où les jeunes doivent avoir un respect modéré pour les vieux, quand les vieux, à un moment, ne veulent pas les laisser leur place. Il dit, alors qu'il faut faire quoi? À un moment, il faut que les vieux laissent leur place. Et ça, mais moi, j'ai dit ça naturellement, sans envie. Tu sais, à un moment, quand tu peux te préparer pour une interview, peut-être comme pour celle-là, mais à un moment, quand tu es dans un truc, tu ne penses plus aux caméras, donc tu parles normalement. Et c'était ça l'émission. Et puis après, comme ça avait fait un peu parler les gens dans la communauté, je recevais après plein de journalistes un peu engagés noirs qui m'appelaient, mais comment ça? Comment tu as manqué de respect? Comment tu as parlé à tonton? Ouais, truc. À aucun moment, tu t'es dit que ton sens de la répartie pourrait être... Moi, j'essaie de répondre aux questions comme mes réponses viennent. Il n'y a pas de calcul de mots, une ou deux fois, mais même pas tant que ça. Au-delà des interviews, tu vois, mais dans ton rapport, que ce soit avec les gens de Maison de Disques ou dans la vie de tous les jours, quoi, tu vois, à chaque fois, tu n'hésites pas à tacler ou envoyer le truc. Non, tu te dis pas, les gens, tu sais, j'ai travaillé 15 ans dans le monde du disque et je n'ai jamais eu de rapport houleux avec les gens de Maison de Disques. Jamais. Tu vois, ça n'a jamais clashé au sens où on ferme où les portes claquent, etc. On était d'accord, on n'était pas d'accord, on s'expliquait, on parlait. Moi, j'ai jamais eu c'est les gens qui veulent signer avec des maisons de disques, petites ou grandes ou moyennes, et qui s'imaginent que ce sont leurs ennemis, ils perdent leur temps. Si tu penses que les gens de l'industrie du disque sont tes ennemis, tu ne signes pas avec eux, tu fais ton truc tout seul. Donc, moi, je cherchais à avoir des partenaires. Tu vois, moi, je vais chez Virgin, chez Delabel, chez Sony, parce que j'ai envie d'avoir des partenaires qui... Je suis pas l'autoprod à 100%. J'ai eu la chance, moi, de ne pas être en autoprod à 100%. J'ai eu cette chance-là. Mais si j'avais pas pu faire autrement, j'aurais été en autoprod. Mais j'ai eu la chance d'avoir des gens qui, justement, comme Emmanuel Debertel, Laurent Sutou, Benjamin Chute-Vaniche, Philippe Baya et Philippe Desindes à Sony, qui, eux, m'ont dit, OK, nous, on s'intéresse à ce groupe-là, on peut aider au développement de ce groupe-là. Et parce qu'à un moment, pour développer un groupe, ça coûte de l'argent. Donc, tu peux avoir le truc un peu égoïste, j'ai créé Sectora, c'est mon label, je fais tout en no-prod, mais en réalité, il y a des groupes qui vont pâtir de là, qui vont pâtir de ces choix-là. Et moi, je n'ai pas créé Sectora pour créer un label. Pour moi, ça a toujours été qu'une plateforme sur laquelle les artistes s'appuyaient un moment, partaient, signaient en grosse maison de disques, et nous, on gardait un espèce de contrôle sur la production exécutive, sur le management, etc. Et c'est tout ce qui m'intéressait. Quand tu dis que c'était juste une plateforme pour accompagner les artistes qui étaient voués à partir à un moment ou à l'autre, est-ce que vraiment ils étaient voués à partir ou ils ont décidé de partir et que tu n'avais pas trop le choix de les laisser partir? Non, premièrement... Tu aurais préféré les garder et qu'eux, ils ont voulu voler de leurs propres ailes. Je me souviens d'une interview de Stomy, il disait qu'à un moment, le problème en gros, il parlait de Sectora ou de ce qu'il y avait autour, c'est qu'au bout d'un moment, dans la ruche, il fallait nourrir aussi les abeilles, mais aussi les frelons, les bourdons, etc., etc. Donc, ça après, dans tous les phénomènes d'histoire de quartier, ça c'est comme ça. Mais ça c'est un peu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, c'est eux qui ont voulu partir. C'est peut-être c'est de fait devenu juste une plateforme qui lance des gens, quoi, tu vois. Non, mais à un moment, si tu sais, il y a des contrats. Presque. Non, jamais par défi. Si, il y a des façons de retenir les gens. Premièrement, tu es manager d'un artiste. Quand tu es manager d'un artiste, tu as un contrat à signer avec l'artiste. Je n'ai jamais eu de contrat signé de management avec aucun artiste sur Terre. Jamais. Ce qui voulait dire qu'on travaillait ensemble et le jour où chacun a envie de prendre son truc, on se serre la main, c'était terminé. Donc, j'étais manager de Ministère Amer. Ils m'ont demandé d'être manager, on n'a jamais signé de papier, de contrat de, voilà, tu as 20%, etc. Jamais signé de contrat avec Doc Gynéco ou avec Negmaron ou avec Arsenic, non plus. Parce que, dans ma tête, moi, comme j'avais fait le truc, la musique, pour moi, c'était pas une fin en soi, pour moi. Moi, la musique, je suis rentré là-dedans par hasard. Je suis resté 10 ans, je suis resté 15 ans, mais je voudrais même dire, c'est peut-être 10 ans de trop. Pour moi, j'avais envie de faire les années 90, 91, 97, j'avais envie de faire autre chose, moi, tu vois. Déjà en 97, 98. Après,
bon, tu as le sentiment, si tu pars, qu'il y a un truc qui n'est pas parachevé. Et ça commence, les radios commencent à jouer le truc, etc. Donc tu dis, bon, je vais encore rester là longtemps. Tu vois, mais j'ai arrêté. Sectora, c'est pas arrêté parce que, pour des raisons économiques. Sectora, c'est arrêté parce que j'en avais juste marre. Juste, ça m'excitait plus d'aller au bureau chaque matin, tu vois, d'aller écouter... tu vois, des mecs me parler de musique, aussi bien en maison disque, etc. Donc j'ai arrêté parce que pour moi, ça n'a jamais été autre chose qu'une passion qui me permettait de vivre. Et le jour où ça m'a passionné moins, j'ai préféré être honnête avec moi-même et m'arrêter. Tu vois, mais c'est vrai que certains artistes, bah ouais, mais t'es la star du quartier, bah ouais, t'as des nouveaux amis tous les jours. Hein. C'est pareil pour beaucoup de boxeurs américains, beaucoup de rappeurs américains, beaucoup d'acteurs américains, et c'est malheureusement le cas aussi dans le rap français et aussi dans le rap sarcédois. Parce que si on parle un peu de chiffres, donc première consultation de gynéco qui est montée à, je crois, environ 800 000 albums. 1 million, monsieur. 1 million, très bien. Tu me montreras les certificats. Neg devrais Marron, le savoir, centaines de milliers. Il y a eu Arsenic qui était à plus de 250 000. Je crois que ça a encore monté après. On parle vraiment de beaucoup de ventes, beaucoup d'argent, même si médiatiquement l'exposition est sûrement pas à la hauteur des ventes. Mais franchement, quand tu parlais tout à l'heure justement de la vie de quartier et tout, il se passe des choses dans ces cas-là. Il y a forcément, que ça soit à travers les artistes eux-mêmes ou leur entourage. C'était quoi à l'époque les coups de pression, les tensions? Parce qu'il y en a forcément, même si c'est pas ce dont on a le plus parlé à l'époque. Non, mais il n'y a pas tant que ça de pression et de tension. En tout cas, moi, s'il y a, je ne le sens pas. Quoi. Je ne pense pas qu'à un moment, on est parti... Honnêtement, hein. Peut-être... Mais moi, je ne peux pas vous dire, oui, il y a eu une tension à un mec parce que tu avais de l'argent, parce que l'autre a vendu des disques. Notamment l'histoire, ça, on en a beaucoup parlé, y compris dans les médias, Doc Gynéco, qui se serait fait racketter par des potes à lui avec des cagoules, qu'il aurait reconnu, une histoire de chèque signé. Tu te rappelles de cette saga un petit peu pied nickelé? Ça, t'es passé à côté? T'as pas... Moi, je ne suis pas responsable des fantasmes des gens. Non, je dis pas que t'es responsable. À un moment, un artiste va dire, oui, je me suis fait racketter, bah, tu dis, ok, mais porte plainte. Tu vas se dire, moi, je suis devant vous, j'ai jamais eu de plainte. T'as jamais porté la cagoule, tu me confirmes ici. En plus, je vais t'expliquer un truc, c'est que l'argent que moi, que Sectora percevait sur Doc Gynéco, c'est Virgin qui nous donnait de l'argent. Donc, aller chez lui, je sais quoi. Je crois plutôt que c'est une histoire entre Doc Gynéco et ses associés et ses artistes et son label, parce qu'à un moment, il a envie d'avoir son label, donc il crée son label, c'est super. Dans ce label-là, j'étais pas associé, à titre personnel, et Sectora en tant qu'entité. Donc, il y a eu forcément des histoires entre eux, et ça rejaillit sur moi, mais parce qu'il faut que ça rejaillisse sur moi, il faut vraiment avoir un coupable, et je pense avoir été le coupable désigné pour ce truc-là. Ça t'a secoué quand même, parce que là, t'en parles avec un recul et machin, mais... moi, je me souviens de t'avoir vu chez Car Zero, c'est la première fois où je t'ai vu vraiment un peu fébrile sur un plateau, un peu mal à l'aise réellement, quoi, tu vois, pour ouais, mais parce qu'à un moment, t'as accusé de quelque chose que t'as pas fait. Voilà. Tu vois, et t'as l'impression que t'es dans le rôle du méchant contre l'artiste préféré des Français. Donc, quoi que tu dises, t'es coupable. Mais après, tu dis, mais est-ce que dans ce pays, tu as envie de dire, mais est-ce qu'il y a un journaliste dans la pièce? Tu vois ce que je veux dire? Même Car Zero, je dis, mais je suis arrivé à cette interview-là, c'est la première fois que j'arrive à une interview avec mes avocats. Tu vois? Et donc, j'essaie de faire l'interview, on arrive avec les avocats et on demande, c'est quoi les questions? Et on leur dit, si vous posez ça comme question, si vous dites ça, on va pouvoir attaquer en diffamation. Parce qu'il y a un procès en diffamation que je gagne quand même. Et je ne peux pas attaquer le mec parce que c'est pas le mec qui l'a dit. Donc si le mec dit des choses à des journalistes, que les journalistes les répètent et que moi j'attaque en diffamation, que les journalistes sont incapables de le prouver, c'est quelque part... Moi, je me dis, j'ai raison. Ou j'ai gagné. Mais non, personne ne le sait. Tu vois? Mais oui, tu arrives tu arrives pas en outsider. Tu dis, bon, c'est un match qui va être compliqué à gagner, mais je vais le faire quand même. Parce que si tu ne communiques pas là-dessus, tu es coupable. Et tu dis, mais ça s'est passé il y a 10 jours, je suis encore devant vous. Et tu sais, et je me dis, mais rien que le fait d'être là, les mecs, ça vous dit pas que je suis accusé d'avoir racketté le plus gros vendeur du rap actuel? On dit que c'est moi, et je suis encore devant vous. Donc, de deux choses l'une, c'est soit je suis dans un réseau avec des mecs super puissants derrière, tu vois ce que je veux dire, ou soit c'est pas vrai. Il n'y a personne qui se pose comme question à un moment, est-ce que c'est juste pas vrai? Tu vois? Est-ce que c'est pas de la connerie tout ça? Mais il n'y a aucun journaliste qui écrit en disant bon, c'est pas vrai. Donc, je me dis pendant longtemps, j'ai porté cette casquette-là. Et concrètement, Arsenic, parce que tu vois, quand tu écoutes le groupe sur la compile de Dej, par exemple, ouais. Tu ne dis pas c'est single, radio friendly, comme on dit. Un nouveau sacrifice de pute pour l'MC, nouvelle holocauste. La honte se bosse, la dose, la peste en holocauste. Là, j'accoste là, version à mon poste, la version d'idée de mon geste manifeste. Détruit ta rime indigeste, est-ouest, scud sur scud du sud au nord. Si j'étais Terminator, tu serais Sarah Connor. Tu dis
pas que c'est évident. Comment t'arrives à avoir cette vision? Moi, Il y a un truc, je peux pas l'expliquer. C'est un truc c'est un truc qui est. Tu sais, tu écoutes un titre, tu travailles dans le disque et tu dis ce titre-là ou ce groupe-là, il a le potentiel d'être aimé par un grand nombre. Mais tu peux pas expliquer. Il y a un truc qui est intangible dans la musique. C'est pour ça que les gens qui font juste des écoles de commerce se trompent. Parce que si tu n'as pas cette fibre un peu artistique, pour moi, hein, tu ne peux pas travailler bien les artistes. Ce qui est marrant, c'est que justement, dans l'industrie, tu as l'image du businessman, du producteur, et la partie artistique, elle est complètement occultée. Mais le truc, justement, c'est si tu veux bien... En tout cas, si tu n'as pas... à la base, si tu n'as pas des affinités artistiques, que tu sais l'histoire, non pas du disque, mais l'histoire de l'artiste, etc., et que tu n'as pas le sentiment que ce que dit cet artiste-là peut être crédible au point que des gens, à l'autre bout de la France, vont se sentir concernés par ce que les mecs disent, tu arrêtes. Il y a deux choses, moi, que je me suis toujours posé comme question quand je signe des artistes, quand j'ai envie de travailler avec des artistes. C'est deux choses qui vont au-delà de est-ce que j'aime bien ou est-ce que j'aime pas, est-ce qu'il ira bien ou est-ce qu'il n'aime pas. Okay, c'est premièrement, est-ce que je pense que le mec a une écriture, une interprétation qui est crédible à tel point que des gens vont croire en ce qu'il dit, tu vois. Et moi, j'ai jamais eu de problème avec les gens qui sont pas des gangsters dans la vie et qui endossent des postures de gangsters devant le micro, ça me gêne pas, moi. Si le mec est crédible dans son rôle de gangster, ça me gêne pas. S'il n'est pas crédible, là, je vais rigoler moi-même. Tu vois ce que je veux dire ? La deuxième chose, c'est est-ce que je pense qu'en signant cet artiste-là, il a la capacité, cet artiste ou ce groupe, d'être aimé par des gens, donc par des fans, à tel point que les mecs auraient envie de lui ressembler. Un peu le phénomène Justin Bieber, dès qu'il sort, il fait ça, tu vois, il a sa coupe, et tous les gamins de son âge ont la coupe. J'ai jamais eu ce genre d'artiste-là. Moi, j'ai jamais été dans un concert où il y avait des mecs qui s'habillaient comme toi, qui voulaient ressembler physiquement. Exactement. Toi, j'ai jamais eu ça. Donc, je pense avoir eu des artistes qui, à un moment, dans leur écrit, et je pense que le rap français, c'est ça. C'est beaucoup de gens qui écrivent et qui ont la possibilité qui sont crédibles pour les gens qui les écoutent. Et moi, j'ai ça, donc avec Arsenic, donc. L'histoire de la signature d'Arsenic, justement, tu parlais de Dèche tout à l'heure, c'est que Dèche, c'est un mec du quartier, c'est historiquement le premier mec qui avait un label. C'est pas Sectoral, le premier label de Sarcelles, c'est Dèche Music. Et Eric, lui, habitait dans ce quartier, donc il s'appelle la secte Abdoulaye. Et il fait dans le plus grand silence sa compilation, etc. Et je le rencontre, je sors du bus et je le rencontre, il me dit « Ouais, tiens, Kenzie, regarde, j'ai fait mon CD, j'ai fait ma compilation. » Je dis « Ouais, c'est combien ?» Il me dit « Ouais, c'est 100 francs. » Je dis « Ouais, je vais t'en acheter une. » Il me dit « Non, je t'en donne. » Je te le donne. Je dis « Non, Eric, t'as fait un travail. Je vais être le premier à te l'acheter. » Il me donne, je retourne chez moi, j'écoute le disque, alors j'écoute tous les mecs qu'il y a dessus, et je tombe sur Arsenic. Tu vois, je tombe sur Arsenic, j'écoute, première rime, sur le morceau de Batrap, et ça commence par 3 macaques attaquent à la ca. Je veux que même sa mère ne me reconnaisse plus. Trois macaques attaquent à la ca, mon cerveau bouillaka, tiré à bouillaka, le beau bouillaka sur le maca. Rien que ça, tu dis, oh, tu dis quoi? Et moi, je capte leur délire, leur découpe de phrases qui sont un peu compliquées pour les gens, etc. Et je capte le premier truc. 3 macaques attaquent à la ca, mon cerveau bout, yaka. Toi, en congolais, c'est viens. Tu vois ce que je veux dire? Et je l'écoute, et je les réécoute, et je les réécoute. Je dis, ça, c'est le groupe. Ça, c'est un putain de groupe de rap, ça. Tu vois, ça, c'est un putain de groupe de rap. Mais ça, c'est ma conviction personnelle. J'aime ce qu'ils font, j'écoute 15 fois le morceau. Je reprends le bus, je vais à Sarcelles, je vais voir mon pote Bouboule et tout ça, Frédéric. Et je lui dis, viens, on va chez toi, je vais te faire écouter un truc, ça tue. On va chez nous, on arrive dans sa chambre, et il écoute, il me dit, c'est qui ces mecs? C'est qui ces mecs? Je dis, je sais pas, c'est qui? Donc on va chez Dèche, parce que Dèche, il habitait là, il avait son studio il avait sa maison dans son studio. Je lui dis, ouais, Dèche, dans ta compilation, il y a un groupe qui nous intéresse. Et il dit, ouais, c'est qui? Je dis, ouais, on dit, ouais, c'est Arsenic. Il dit, oh, Arsenic, ouais, bon, bon, ok, d'accord. Tu as ses coordonnées? Pas plus que ça? Hein? Lui, il n'y croyait pas plus que ça, Dèche? Non, il avait ses groupes avec lesquels il travaillait, un mec qui s'appelait Georges, etc. Et il dit, ouais, non, c'est des mecs de Villers-le-Bel. Ah, Villers-le-Bel. Et nous, moi, je traînais à Villers-le-Bel à l'époque, du côté de la ZAC, qui est le quartier au sud du quartier d'Arsenic. Et donc, je vais là-bas et je dis, ouais, je cherche. Vous connaissez ces mecs-là? Il me dit, ouais, c'est les frères Mbani là-bas. Ils sont là, est-ce qu'on peut les voir? Ouais, mais ils sont pas là aujourd'hui. Calbo, il fait du foot et Lino, c'est pas vu. Et on avait un pote qui s'appelait Hervé Mbappé et qui lui vivait dans un quartier aussi de Villers-le-Bel. De Villers-le-Bel. On lui dit, ouais, va là-bas et trouve-nous les mecs et dis-leur, j'ai envie de les voir. Donc, il est parti les voir et il nous a ramenés à la secte, etc. Et le premier rendez-vous se fait dans le quartier. Et je leur dis, j'ai écouté ce que vous faites, les mecs mortels. J'ai envie de travailler avec vous. Et je vais vous faire vendre des disques. Pas de contrat signé, rien. Ok, on y va. Et pendant 2 ans, donc là, c'est en 94, 95, tu vois, 95.
Et donc, leur premier album, c'est en 98. Donc, il y a vraiment 3 ans de maturation. Et, euh, et, euh, et entre-temps, il y a les compilations comme Hostile Record et puis L432. Et je sens qu'au-delà même de leur capacité de rapper, les mecs ont vraiment une plume, quoi. À la Oxmo, parce que tu as tous ces mecs-là qui arrivent, c'est vraiment des auteurs. Et moi, ce que j'aime chez eux, c'est leur capacité d'écrire. C'est pas leur interprétation, après, elle est soumise à l'appréciation de chacun. Mais je pense que Lino, c'est une putain de plume, quoi. Ouais, l'en faire remonter à la surface, effectivement. Ah ça ouais, a été et puis dans les premiers temps, on avait des rendez-vous d'écoute où les mecs venaient, ils avaient un Super 5 rouge. Ils quittaient Villers-le-Bel, ils venaient en bas de chez moi. Et moi, je leur disais, ouais, rappez. Et puis, dans l'autoradio, ils amenaient des instrus dans l'autoradio de la voiture et ils faisaient des couplets toute la nuit. Moi, j'étais là pendant 2-3 heures. Les mecs rappaient chacun à leur tour des morceaux différents et des couplets de malades qui, pour la plupart, ont disparu sur l'album. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était tous les 2 semaines ou 3 semaines ou 1 mois qu'on se voyait, c'était de voir la progression des mecs. Mais à cette époque-là, on n'a toujours pas de contrat signé. Tu vois, parce qu'on commence à signer avec eux. On les amène d'abord en tournée Ministère Amer, parce qu'entre-temps, j'endosse l'habit de producteur des spectacles, parce qu'on n'a pas de producteur des spectacles. Tu vois, tous ces métiers-là ont été faits par des filles. Et avec les contacts qu'on avait en France, en Suisse, un peu en Belgique, en Italie, on bricole une espèce de tournée. Et là, on amène Ministère Amer, Ahmed Day, Doc Gynéco, les Nègres Marrons et Arsenic un peu avec nous. Et on est parti jusqu'à Milan même. Tu vois. Ah ben. Et là, c'est là que la cohésion de groupe entre tous ces personnes-là qui se connaissent, qui ont parfois été dans les mêmes quartiers, dans les mêmes écoles, dans les mêmes soirées, et qui se rendent compte que finalement, ils ont pas un destin commun, mais et puis ça fonctionne parce que justement, entre les humeurs, les égos de chacun, tu vois, il n'y a pas trop de mecs qui veulent monter sur les autres. C'est pas parce que Ministère Amer, Stomé Passion, c'est super bien pour ça, parce qu'ils ne sont pas arrivés en disant, j'ai fait des 10, t'as rien fait encore, ferme ta gueule, tu vois, je veux dire. Ils sont arrivés justement en disant, on va vous aider à monter un peu plus haut. Et c'est comme ça que l'esprit sectorat fonctionne en réalité. C'est de là que naît ça. Une fois de plus, c'est Nègres Marrons qui vient vous parler. Non, dis-moi qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur. Dis-moi qui a dit que l'on pouvait vivre d'amour et d'eau fraîche. Écoute ça. Beaucoup de gens osent dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Que de l'amour et de l'eau fraîche suffisent pour égayer leur cœur. À ces gens-là, je leur réponds de se réveiller car il est l'heure. Tout le monde sait, tout le monde sait, tout le monde voit. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et on l'éveille ou non, c'est comme ça qu'on ne peut rien lui faire. Capote, saloperie, carotte. Danser, ce soir, les histoires à la coque. Ça fout la merde, ça sent l'herbe, les gens sont comme des cerfs. Dans le quartier, le quartier à la poste. Rade sans papier, beaucoup sont traqués. Les pompiers restent militaires. Mort les porcs, on les corps sur les murs dehors. Hey, vas-y, étudie le terrain. Ouais, 1, 2, 3. Le sang et le feu sont réclamés par la foule. Sur le bitume, l'engrenage se déroule. Foutre le dawa, niquer la hala. Et justement, tu vois, sur les signatures d'artistes, tu vois, tu me parles du morceau Baltrap, tu aurais pu être déçu. Ils auraient pu ne pas avoir, tu vois, derrière ce qu'il faut pour répondre. Non, mais justement, pendant des mois, pendant des mois, mais à des rendez-vous presque ponctuels, on avait des séances d'écoute. Les mecs venaient avec des trucs qu'ils écrivaient. Et toi, Lino, Calbo, Et surtout les autres. et Tino, et Tony plutôt, c'était des mecs qui rappaient. Et sur les autres artistes du secteur A, comment tu t'es dit qu'à chaque fois ça va marcher, tu vois, parce qu'à un moment tu avais vraiment la baraka, tu vois, chaque disque qui sortait, c'était... Non, la baraka, c'est un truc qui se travaille. Tu sais, la chance dans la musique, c'est... Mais il y a eu un autre facteur qui a joué aussi en votre faveur, c'est qu'il y a eu la loi sur les quotas français, et donc il y a Skyrock qui a basculé sur le rap. Et à un moment, pratiquement, même au début, Skyrock version rap, c'était Radio Secteur A pratiquement, quoi. Bah,
Tu sais, la loi, c'est tout pour bon, toi la loi. La loi tout bon, c'est quoi? C'est février, 1er février 93 et elle est applicable à partir du Honnêtement, 1er janvier. quel facteur tu penses ça a joué dans votre succès, ça aussi? Tu sais, moi j'entends la loi tout bon, mais ça ne veut rien dire pour moi. Moi, Non, je mais viens. à partir du moment, la loi tout bon, ok, mais à partir du moment où vraiment Skyrock prend ce virage-là, On précise, la loi, c'est 40% de programmation française, dont 20% de nouveautés. Hein. voilà, et joue beaucoup tes disques à toi, quoi, en fait. Mais moi, pour moi, c'est un plus, c'est la cerise sur le gâteau. Quand tu viens de Ministère Amer, de Musidisc et de MMA Productions, tu passes pas en radio. Tu penses que tu vas jamais passer en radio parce que tu es maudit ou parce que les gens n'aiment pas ce que tu fais. Donc le jour au lendemain, il y a Skyrock qui arrive, et on commence à jouer à tes titres. Tu dis ouais, c'est bien, mais j'ai jamais fait de titre moi je suis jamais rentré en studio avec les artistes pour leur dire on va faire un album pour Skyrock. Tu vas se dire. Et Skyrock, ça a commencé en 96, et la première fois que je vois Laurent Boulot, c'était en 98-99. Donc, et Sectora, ça existe depuis 94-95. Et j'ai une vie dans le disque qui date depuis les 90-91. Donc t'imagines, quand le mec arrive, quand les radios se mettent, commencent à exécuter la loi, il y a 6 ans pendant lesquels nous, on existe déjà. Donc que ce soit Skyrock et Radio Nova, ou pas Radio Nova, ou Énergie qui arrivent, pour nous, les mecs, ils prennent le train en marche en réalité. Et si les mecs, en même temps, ils peuvent servir de capsule ou de lancement, de rampe de lancement pour les tâches supérieures, on le prend. Tu vois, mais à aucun moment, j'ai pas vu, moi, on n'a jamais eu de réunion pour dire, bon, on va faire un titre pour plaire à Laurent Bounot. Tu vois, pour moi, c'est pas possible. On ne faisait pas de titre pour plaire à Laurent Bounot, comme on ne faisait pas de titre pour plaire à Emmanuel Duburtel ou à Benjamin Chulvanich. Il y a tout un discours qui dit que le rap a été corrompu par Skyrock, a été formaté par Skyrock, et que il a détruit la jeunesse. Non, mais après, je crois que Laurent Bounot, il prête plus de pouvoir qu'il en a en réalité. Oui, tu vois. exactement. Je pense aussi. Je pense que l'image qu'il a, même lui, à mon avis, s'en amuse un peu. Je pense qu'au départ, il y a sa volonté de s'accrocher à un truc qui fonctionne. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'avant que Skyrock et là je parle sur le regard de journaliste que vous êtes et qui avait suivi à peu près comment tout ça a fonctionné, il y a des albums comme celui d'MC Solar ou l'album d'IAM avec le jeu dans ce mien, qui ont vendu qui ont vendu beaucoup d'albums sans forcément ce que Skyrock Lee joue à fond. Donc ça voulait dire que des gens vendaient des bons disques, de la bonne musique, des bons singles, qui étaient bien travaillés par des professionnels dans l'industrie du disque, bien avant que Skyrock arrive et dise le rap c'est nous. Moi, après, bon, si Laurent Bounot, je l'entends dire dans une réunion que c'est lui qui a fait le rap français, je vais le laisser dire, je m'en fous. Mais s'il dit ça devant moi, je vais pouvoir lui dire, s'il te plaît, papa. C'est pas à mon tonton. Comment tu parles à ton père? C'est ce que je veux dire. Donc après, les postures de chacun, après, je m'en fous. Après, les gens qui pensent que Skyrock a redesigné le rap français, je crois que vous donnez beaucoup plus d'importance au mec qui en a eu. Après, c'est vrai qu'il y a certaines maisons de disques qui ont laissé le mec venir en studio. Ça n'a jamais été notre cas. On m'a proposé ça une fois. Je crois que Benjamin, j'ai pas parlé, mais je crois que de temps en temps, j'arrive à faire de ce qu'on appelle l'expression faciale et que j'ai eu une attitude qui voulait dire jamais de la vie. Laurent Bounot était prévu à un moment pour venir voir mes artistes. J'ai dit jamais de la vie. Jamais de la vie, comme aucun mec de maison 10 n'est vu en studio, jamais. Donc après, il y a des gens qui vont s'y venir. Après, c'est comme tout le monde. Si tu lui donnes ça, le mec va te prendre le truc. Le mec, c'est un peu un mal dominant de Rennes. un mal dominant quand même. Mais c'est pas tes ennemis, mais c'est pas tes amis. Donc tout à l'heure, tu disais, c'est pas les ennemis. Il y avait ceux qui pensent que la maison 10, c'est les ennemis, il faut qu'ils fassent autre chose. Mais c'est pas tes amis non plus. Parce qu'on pourrait dire, dans ce cas-là, tu pourrais très bien les inviter à venir. Pas forcément pour dire il faut faire ça, mais juste pour, voilà, dans le cadre d'une discussion, d'un échange. Non, on avait des accords bien précis avec les maisons, avec des gens de maison 10. Vous livriez les ogives une fois qu'elles étaient chargées. Exactement. Pas... Voilà. Et je crois qu'il y avait ça, les maisons 10. Moi, quand je signe avec le partenariat avec De La Belle Édition, parce que la base de Sectora, c'est on part du catalogue d'édition, on part du postulat où je suis éditeur. Donc, je vais créer, non pas un label, mais je vais créer une plateforme, un catalogue, avec des artistes qui, selon moi, ont la capacité d'écrire pour eux quand ils sont interprètes, ou la capacité d'écrire pour d'autres interprètes. Ça a été ça, la base.